La parole est à la salle pour une petite demi-heure de questions. Oui, merci. Monsieur le professeur, vous avez avec beaucoup de clarté montré la puissance économique chinoise et que cette puissance économique était en devenir. Alors cela dit, par rapport aux États-Unis, il y a quand même une hégémonie américaine qui est beaucoup plus mondiale que celle de la Chine. Et il me semble que la Chine, d'après votre propre exposé, est une puissance considérable, qui deviendra encore plus considérable, mais qui reste un peu provinciale. Je veux dire par là que l'hégémonie américaine, elle, est à la fois militaire, culturelle au sens un peu basique du terme, et également monétaire et économique. Alors la question que je voulais vous poser, est-ce que vous croyez, en me limitant sur un point particulier, que sur le plan monétaire et économique, la Chine est capable, dans les années qui viennent, de concurrencer les USA, et notamment, est-ce que le yen peut devenir un concurrent du dollar? Le yuan, pardon. Enfin, la monnaie chinoise, même si je ne suis pas un expert sur ce plan-là. Une question des étudiants. Voilà, il y a une question au fond de la salle. Voilà, une jeune fille. Levez-vous, on va essayer de vous passer le micro ou approchez-vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Une question, certains économistes parlent d'un nouvel acronyme qui rivalise avec les BRICS, qui s'appelle le BIPS, Philippines, Pérou, Indonésie, Colombie et Sri Lanka. Et je voulais avoir quelques mots sur ce nouvel acronyme. Merci. D'autres questions, monsieur? On sait depuis Montesquieu que selon les régions, il y a d'autres mœurs. Bon, en vous écoutant, et bien sûr avec l'impératif de la mondialisation, on a le sentiment que l'Asie ne pourrait pas avoir ses propres valeurs, les valeurs asiatiques dont parlait Lee Kuan Yew quand j'ai habité 4 ans à Singapour, et il y croyait. Bon, pourquoi fondamentalement, devrait-on assister à la dissolution d'un empire autoritaire, mais avec des traditions historiques, celles que Montesquieu avait forcément bien vues, même si le terme, à l'époque de despotisme, pouvait aujourd'hui gêner les sensibilités. Mais lorsqu'on fait abstraction de l'élément sémantique, il y a tout de même pourquoi devrait-il automatiquement devenir des États-Unis sur Asie Merci. Alors, on va arrêter là, sur cette vérité en deçà des Pyrénées ou au-delà, mais ça, c'était pas Montesquieu. Et vous y répondez. Je vous laisse répondre à ces 3 questions, si vous voulez. Et puis, on prendra d'autres questions après. Écoutez, je ne suis pas économiste et je ne suis pas en mesure de répondre, savoir si l'économie chinoise soit en mesure de rivaliser avec les États-Unis, ne serait-ce que sur le plan des réserves mondiales de devises, ça prendra du temps. Ne serait-ce que parce qu'il faut d'abord une certaine transparence dans le système économique dans le pays. Et le gros problème justement de la Chine, c'est dans le secteur bancaire, il n'y a pas cette transparence. À moins que la Chine soit en mesure de produire des données vérifiables par le monde entier, eh bien, il sera très difficile aux Chinois de dire que la monnaie chinoise soit entièrement convertible et utilisable dans le monde entier. Il faut cette transparence et c'est ça qui risque de prendre du temps. Il faut une transparence dans le secteur bancaire, avant tout, avant même de pouvoir envisager que la Chine puisse de rivaliser avec les États-Unis sur le plan économique communautaire. Pour les PICS, alors est-ce que c'est le Pérou, les Philippines, Sri Lanka? Ce que je dis, c'est que ces acronymes BRICS, PIPS, ils changent chaque semaine. Donc, on a longtemps parlé des BRICS. Ensuite, maintenant, on n'en parle plus. On n'en parle plus des BRICS. Pourquoi? Parce que les Brésiliens, les économies brésiliennes, russes et chinoises ont toutes connu un certain... Alors, est-ce que les PIPS vont
vont continuer sur leur lancée peut-être, on ne sait pas pendant combien de temps, mais alors vous avez raison, l'économie péruvienne ou philippine, effectivement ces deux économies ont connu une forte croissance au cours des dernières années. Sur les marchés émergents, ces pays connaissent une croissance de 5 à 6%, bon c'est quand même quelque chose, et donc les hedge funds se tournent vers ces pays, mais est-ce que ces pays seront en mesure de proposer un modèle économique propre? Bon, j'ai du mal à le croire. Dernière question concernant... Ah oui, ce que je dirais, c'est ceci. La Chine a le droit d'évoluer, de se développer de la façon dont elle l'entend, comme tous les autres pays d'ailleurs. Donc, si la Chine accepte cette notion de souveraineté, qui signifie que les autres pays autour de la Chine, il y en a 14, que les autres pays ont le droit, eux aussi, de se développer comme ils l'entendent, eux, et que la Chine ne peut imposer ses vues aux autres, de même que l'Occident ne peut pas imposer ses vues à la Chine, alors, là, je vous rejoins. Moi, j'ai vécu à Singapour pendant 2 ans. Je sais ce que c'est que de vivre dans un système qu'on pourrait appeler, bon, peut-être pas despotique, peut-être cet autoritarisme en douceur, soft. Bon, et là, je le dis, et je le dis à mes amis singapouriens, on sait quand on est libre. On n'a pas besoin de trouver des excuses pour dire qu'on aspire à la liberté. Moi, quand j'étais étudiant, le système en Corée du Sud était autoritaire. Moi, je ne pouvais pas m'exprimer librement. C'était tout simple. Et bon, ça, c'est un problème, c'est une question que je ne me pose plus. Je n'ai plus ce problème. Donc, ce que je dis, c'est que la Chine peut avoir son propre système, mais elle doit faire en sorte que ses citoyens aient les mêmes droits que nous avons. Alors, ce ne sera peut-être pas la démocratie, on appellera ça ce que l'on veut, mais regardez ce qui s'est passé à Hong Kong. Hong Kong a plus de liberté que la Chine populaire, et la Chine populaire le comprend bien, mais la Chine populaire n'accepte pas que 1,4 milliard d'habitants réclament la liberté, parce que si les Chinois peuvent réclamer leur propre gouvernement, évidemment, le Parti communiste sera éjecté du pouvoir, et ça, c'est un risque qu'ils ne veulent pas prendre. Alors, je suis d'accord, chaque pays a son propre système politique. La démocratie la japonaise est très différente de la démocratie aux États-Unis. J'ai vécu 2 fois au Japon, mais le Japon est une démocratie qui fonctionne à sa façon, et c'est la raison pour laquelle, à plus long terme, à 50 ans plus tard, au fond de moi, je pense que la Chine sera amenée à se transformer sur le plan politique. Merci. En fait, ma question, il y aurait 2 questions en une seule question. La première, c'est justement de revenir sur cette transformation politique à laquelle vous croyez. Vous disiez tout à l'heure que les jeunes hongkongais étaient préoccupés par le futur parce que le prix des appartements augmentait à cause d'une arrivée massive de gens qui venaient du continent. Mais ma question, ce serait, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de ramener les Chinois vers un modèle de consommation interne, parce qu'à l'heure actuelle, on est sur un modèle plus d'infrastructure, d'investissement, transformer ce modèle vers un modèle de transformation et de consommation interne, est-ce que ça ne va pas ramener les Chinois dans une sorte de darwinisme social à la chinoise, où ils pourront s'émanciper sans forcément renverser le pouvoir? Ça, c'était ma première question. La seconde serait plus au niveau international, un peu redondante avec la question de la puissance économique chinoise. Aujourd'hui, la Chine prête plus d'argent que la Banque mondiale, que le FMI et que les 7 agences d'exportation du G7 réunies, en Afrique, en Amérique latine, etc. En échange de ressources naturelles, à tort parfois parce qu'elles ne respectent pas forcément l'environnement dans ces pays-là, qu'il soit social ou environnemental. Et ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que le yuan ou le RMB puisse devenir déjà dès aujourd'hui une monnaie convertible, puisque la Bank of England et certaines banques britanniques commencent déjà à fournir une convertibilité de cette monnaie-là. En dernier lieu, il y a le mythe du retour à l'étalon or, à l'étalon monétaire, est toujours dans certains esprits aujourd'hui à travers le monde. Et le marché de Shanghai est le marché le plus vaste au monde, où l'échange d'or physique, contrairement au COMEX, est-ce que ce n'est pas possible vu la coopération des BRICS entre eux ou de l'Asie? Est-ce que vous pensez que dans ce futur proche, la refonte d'un système monétaire international puisse être possible avec le yuan indexé sur le l'or ou sur une autre matière première? Merci. Merci. Alors, 3 intéressantes questions. Les 3 questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question? Alors, dans le fond, oui.
Concernant les politiques de défense, enfin les politiques de défense chinoises, et notamment les stratégies qui sont appliquées, je voulais savoir, il me semble que les Chinois privilégient des stratégies asymétriques au lieu de se lancer dans une course aux armements, notamment dans le cas justement des contentieux en mer de Chine, où il y a justement une stratégie de déni d'accès. Si c'était possible d'avoir quelques précisions au sujet des stratégies asymétriques chinoises et notamment des stratégies de déni d'accès. Merci. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, monsieur. Oui, monsieur le professeur, vous avez fait un pari sur la marine chinoise. Je voudrais savoir, compte tenu de la difficulté de fabriquer, si on peut dire, des marins plus durs que fabriquer des fantassins, quel est l'avenir de la ceinture du collier de perles et continue-t-il à se développer? Merci. Alors, je vous propose de répondre à ces questions, puis ensuite on repassera la parole à chacun de vous pour conclure. Thank you very much for the... Alors, je vous remercie de toutes ces questions. Tout d'abord, le système politique chinois, en tout cas ce que veulent les Chinois, ce que veulent les dirigeants, c'est de réformer le Parti communiste et qui ressemble au Parti Revolucionario Instituto du Mexique avant qu'il ne perde le pouvoir. Bon, le parti au Japon est au pouvoir depuis les années 50, le PAP à Singapour depuis les années 60. Est-ce que la Chine sera en mesure de mener un système à parti unique tout en proposant la liberté? Bon, ça me paraît la quadrature du cercle. Il faudrait de la magie. Pourquoi? Parce que le coût de maintien de la stabilité en Chine devient prohibitif. Il devient prohibitif. On ne peut pas maîtriser 1 milliard d'habitants. En Allemagne de l'Est, vous aviez quoi? 23 millions d'habitants. On a estimé que sur ces 23 millions, il y avait 500 000 personnes qui travaillaient directement pour la Stasi, pour la police secrète. En Chine aujourd'hui, vous avez déjà 2 millions de personnes qui sont là rien que pour surveiller l'Internet. 2 millions de personnes rien que pour l'Internet. Alors on doit se demander, mais il faudra combien de millions de personnes en plus? Bon, d'abord, qui surveille, qui garde les gardiens et qui surveille les gardiens des gardiens? Au bout d'un moment, ça devient un cercle vicieux, ça devient infernal. Et ce type de pression-là, cette spirale d'écoute deviendra telle qu'il faudra un changement. Donc, les Chinois veulent rester un système à parti unique. Les Chinois, d'autre part, veulent la liberté, mais les deux sont incompatibles. Il faudra lâcher quelque chose entre les deux. La question sur le système monétaire, bon, vous êtes expert en la matière, ce que je ne suis pas, mais ce que je peux vous donner, c'est un exemple tout simple. Tout récemment, la Chine a proposé la Banque d'investissement d'infrastructures asiatique, la BIA. Les Américains étaient très embêtés parce que les grands alliés, les Japonais, les Coréens, les Australiens, se posaient la question, est-ce qu'ils vont marcher dans la combine? La position américaine a été la suivante. Tant que la Chine n'est pas en mesure de dire qu'il y a de la transparence dans cette banque, si la banque est transparente, ça ne nous pose pas de problème, mais le problème, c'est que les Chinois ont de l'argent à investir en Asie, les États-Unis n'ont pas d'argent à investir en Asie. Donc, tôt ou tard, un grand nombre de pays asiatiques, et notamment les pauvres en Asie du Sud et du Sud-Est, vont se tourner vers les pays qui seront amenés à les aider économiquement. Bon, le pays principal, évidemment, ce sera la Chine. Donc, c'est là que la monnaie chinoise deviendra attractive. C'est tout ce que je peux dire. Je ne suis pas en mesure d'entrer dans les calculs. Des politiques de défense chinoises, là encore, vous avez raison, on s'intéresse aux stratégies asymétriques qu'on appelle le déni d'accès, là, mais si vous voulez véritablement contrôler l'Asie et les mers d'Asie, il faut quand même projeter le pouvoir. Il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir des porte-avions et des porte-avions. Il faut des groupes de structures qui coûtent des milliards pour ces porte-avions. L'infrastructure des porte-avions coûte des milliards. Donc, s'il faut une présence militaire en Asie, il y a beaucoup plus à investir dans la marine de l'armée populaire de libération. Mais il y a des tels problèmes intérieurs qu'on n'a peut-être pas le budget pour cette armée et pour maintenir l'ordre intérieur. Alors, il y aura peut-être une puissance militaire, mais qui ne permettra pas d'asseoir la place de la Chine sur la place mondiale.
Je sais que les universitaires n'aiment pas trop ça, une prospective en l'air, mais au moins pour aider la communauté à gagner son pari dans 20 ans. Alors, comment voyez-vous justement ces 20 ans une Chine qui aura, voilà, qui confrontée à ses problèmes intérieurs, qu'on n'aura pas pu faire face à ses prétentions internationales, ou au contraire une Chine très engagée dans la gestion du monde? Je répondrai à partir de mon tropisme indien, parce que la question est posée de longue date. La question s'est posée de façon moins aiguë avec les conséquences de la crise internationale 2008-2010, quand la croissance indienne a commencé à baisser. Mais comme la croissance chinoise est elle-même en train de baisser, les projections du FMI nous disent que l'Inde pourrait dépasser la croissance chinoise autour de 7%, 7,5% dans quelques années. Mais ce n'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, et on en a beaucoup discuté ce soir, dans ce débat sur ce que pourrait être un avenir de l'Asie, mais qui bien entendu contribuerait fortement à redéfinir l'avenir mondial, c'est de savoir si, quelles que soient, les limites de la démocratie indienne, les limites de la puissance indienne par rapport à la Chine, 3, le dividende démographique indien par rapport au problème démographique chinois, mais l'Inde va avoir un autre problème. La Chine va avoir un problème de vieillissement, l'Inde va avoir un problème de jeunes. Elle met en avant, en 2030, le pays ayant le plus de travailleurs, ou la classe d'âge la plus à même de travailler, ce sera l'Inde, s'il y a du travail pour tout le monde. Mais le cœur du débat, pour répondre à votre question, tourne autour de la résilience du système autoritaire face à la résilience des systèmes démocratiques. Et là, on revient sur la question que monsieur posait sur les valeurs asiatiques. À la fin des années 90, il y a eu ce grand débat lancé par des intellectuels japonais, par Mahathir. Ça a duré quelques années. Les Indiens se sont mis complètement à l'écart. C'est question du confucianisme qui revient sur le devant de la scène. Donc aujourd'hui, c'est le Parti communiste plus le socialisme de marché plus Confucius. On voit bien qu'on s'est accommodé le monde d'aujourd'hui à la sauce ancienne quand ça permet de légitimer un pouvoir autoritaire. Je crois évidemment que la puissance chinoise va rester absolument considérable. L'Inde devrait rattraper un peu de son retard si elle ne perd pas de temps avec son nouveau gouvernement de nationalistes hindous qui eux aussi réécrivent l'histoire, qui eux aussi affirment des valeurs. L'Inde a tout découvert il y a 4000 ans avec les Védas et tout le reste. Mais fondamentalement, à mon sens, c'est qu'on va aller vers un équilibre qui ne sera pas du tout parfait, mais le principe de l'hégémonie d'une superpuissance me paraît difficile à maintenir pour l'avenir. On va plutôt dans un monde où chacun entretient des relations avec tous les autres, mais dans ce que j'appelais tout à l'heure cette dialectique compétition-coopération, en essayant d'éviter la confrontation ouverte. Mais évidemment, pour éviter la confrontation ouverte, il faut avoir l'instrument militaire. Ce n'est pas mon voisin qui me contredira. Non, effectivement. Encore faut-il savoir effectivement comment s'en servir et comment le manager. Tentative de prospective, écoutez, je pense que de toute manière, la Chine va avoir à faire face à des défis de gouvernance absolument énormes. L'une des solutions du maintien au pouvoir d'un parti unique passera sans doute par une forme de décentralisation du pouvoir avec une autonomie un petit peu plus régulée par la loi plus que par l'arbitraire politique de certaines régions. Et au niveau international, écoutez, très difficile. Je vais reprendre le soulier de Satin en vous disant, écoutez, que le pire n'est pas toujours sûr.
Si je pouvais ajouter quelque chose quand même. La toute dernière observation par rapport à tout cela, vous parlez de la résilience d'un système politique. Pour tout système politique, pour rester en place, les Chinois vous diront, mettent toujours l'accent sur la stabilité et la résilience. Ça, ce sont leurs deux piliers, c'est le cas de le dire. Mais cette résilience, elle arrive à quel prix? Au prix de la coercition et de l'oppression et de l'opportunité qui se présente. Mais ce système ne peut pas se maintenir indéfiniment. Je ne dis pas que la démocratie arrivera demain en Chine ou que la démocratie soit la seule réponse pour la Chine. Je ne dis pas ça du tout. La Chine sera amenée à évoluer sur le plan politique au rythme qui sera le sien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire de l'Asie, l'aspect le plus puissant de cette histoire, c'est que l'Asie ne pense pas que la démocratie soit un concept, disons, occidental, extérieur. On accepte la notion de valeur universelle, de droits de l'homme. Ces choses-là commencent à être respectées en Asie. Et ça, en soi, c'est quelque chose de bien plus significatif que le chiffre du PIB. Et s'il y a un héritage que je peux laisser à ma fille, à mes étudiants, c'est que les Asiatiques doivent assumer la possibilité de leur propre avenir et de celui du monde. Et ça, c'est l'enseignement qu'il faut se rappeler. Voilà. Pour autant, je tiens à vous remercier de cette extraordinaire occasion d'échanger. C'est bon.